Bonjour, alors aujourd'hui, quelques questions de type jury sur le rang. Je vous rappelle, une question de type jury, c'est une question où généralement la, la- la réponse est assez spontanée, c'est quelque chose pour tester des réflexes plutôt que de tester, comme l'écrit, un travail de longue haleine. Euh, voilà, alors soit A, bon, celle-ci est classique, hein, soit A, une matrice de Mn de K de rang 1 avec la trace de A différente de 0, et il faut montrer que A est diagonalisable. Alors, allons-y. Euh, voilà la solution classique. Ker de A, donc ker de A, c'est le sous-espace propre pour la valeur propre 0 de A. Et ker de A, sa dimension, par la formule du rang, c'est n-1. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle la multiplicité géométrique de 0, c'est-à-dire la dimension, ce que j'appelle la multiplicité géométrique de lambda, c'est la dimension du sous-espace propre pour la valeur propre lambda. Bon, on sait que la multiplicité algébrique est supérieure à la multiplicité géométrique. La multiplicité algébrique, c'est la multiplicité de la racine de la valeur propre. Donc c'est une racine du polynôme caractéristique, de la racine dans le polynôme caractéristique. Voilà. On sait qu'elle est supérieure à mg de 0. Voilà. Ce qui ne donne pas énormément de choix à ma de 0, puisque ça c'est inférieur à n, d'accord, forcément, puisque le polynôme caractéristique il est de degré n. Donc ça veut dire que ma de 0 est égal à n-1 ou n, puisque c'est plus grand que n-1 et plus petit que n. Mais ma de 0 est différent de n, parce que si la multiplicité algébrique de 0 était n, ça voudrait dire que 0 est la seule valeur propre, et comme la trace c'est la somme des valeurs propres, ben, ça ferait 0. Bien. Donc on est sûr, hein, donc, contrairement à l'hypothèse, voilà. Donc on est sûr que ma de 0 est égal à n-1. Ce qui veut dire, par définition de ma de 0, que x puissance n-1 divise le polynôme caractéristique qui a. Donc ça veut dire que Kia est égal à xn-1, mais qu'est-ce qui reste? Bon, à partir du moment où Kia est unitaire, ça veut dire que c'est Kn-1, facteur de x moins lambda, avec lambda forcément non nul. Soit parce que lambda est égal à la trace de A, soit parce que xn ne divise pas Kia, puisque la multiplicité algébrique serait égale à n dans ce cas-là, ce qui n'est pas. Bien. Donc, le bilan des courses, c'est que la multiplicité algébrique de 0 est égale à la multiplicité géométrique de 0, d'après ce qu'on a vu là, mais c'est vrai aussi pour l'autre valeur propre non nulle, lambda. Pourquoi? Parce que la multiplicité géométrique, comme lambda est valeur propre, elle est forcément supérieure ou égale à 1, et comme elle est inférieure à ma de lambda qui, elle, est égale à 1, la multiplicité algébrique, ben oui, lambda est racine simple, donc ça veut dire, ça force à avoir ici l'égalité. Voilà. Et c'est un critère de diagonalisabilité, hein, que quand pour toutes les valeurs propres, on a égalité entre la multiplicité algébrique et la multiplicité géométrique, alors c'est diagonalisable. Voilà. Donc ça, c'est un classique, et on a ici la méthode classique d'une question classique. Je vais donner une autre méthode, hein, bon, pour ceux qui aimeraient les choses un peu plus affriolantes, hein, voilà, donc c'est la méthode fun. Regardez, vous avez qui a, hein, d'accord, bon, vous l'écrivez, le polynôme avec ses coefficients. Bon, qu'est-ce que les coefficients de qui a? Alors on sait que AI, bon, alors il y a des changements de signe, hein, on le sait, moins 1 puissance n moins i, et là, on a la somme des mineurs diagonaux de taille n moins i. Donc, vous voyez par exemple que AN-1, ça veut dire que c'est la somme des mineurs diagonaux de taille 1, avec un moins ici. Bah oui, c'est la trace, ça. D'accord? Et quand on va regarder A0, A0 c'est moins 1 puissance n, oui, et il n'y a qu'un seul mineur diagonal de taille n, bah oui, c'est le déterminant. Donc c'est moins 1 puissance n fois le déterminant. Donc vous voyez, les autres suivent la même loi. Hein, voilà. Et ça, c'est quand même un résultat pas connu, mais c'est intéressant de le connaître. Voilà. Eh bien, étant donné que la matrice est de rang 1,
on peut affirmer que à n-1, bon, lui, il est non nul, par hypothèse ici, mais tous les autres, puisque ce sont des mineurs de taille strictement plus grand que le rang, bah, les mineurs sont nuls. Donc ça fait référence à un théorème qui va bien dans une leçon sur le rang, qui dit que le rang, c'est la taille maximum d'un mineur non nul. Voilà. Donc ça veut dire que tout est nul. Alors on savait que le déterminant était nul, puisque, bon, alors toujours pareil, hein, on suppose que n est strictement supérieur à 1, mais on savait que A0 était nul, puisque c'est le déterminant, mais tous les autres sont nuls jusque-là. Voilà. Et donc ce qui fait que le polynôme caractéristique, c'est xn-1 facteur de x plus a indice n-1, dont on sait qu'il est non nul, puisque au signe près, c'est la trace. Bien. Donc maintenant, j'applique le lemme des noyaux pour dire que l'espace, c'est le ker de a puissance n-1 en somme directe avec ker de a plus a indice n-1 identité. Voilà. Ici, donc vous savez que pour montrer que c'est diagonalisable, il faut montrer que E est somme directe de sous-espace propre. C'est même pratiquement la définition de la diagonalisabilité. Donc il faudrait enlever ici ce n-1, et là on a gagné. Ben, oui, c'est vrai, parce que ker de a, ben, il est clair qu'il est inclus dans ker de a puissance n-1, puisque tout ce qui annule a annule évidemment a puissance n-1. Et maintenant au niveau dimension, ben, la dimension de ker de a, bah, c'est n-1 par la formule du rang, et la dimension ici, bah, si c'était n, ça voudrait dire que a serait nilpotente, d'accord? Mais si a est nilpotente, elle aurait une trace nulle, donc c'est pas possible. Donc les dimensions sont bien égales, d'accord? Et on a gagné, on a ici l'égalité, et ce qui fait qu'on a bien ça, et la diagonalisabilité. Voilà, c'était un petit exercice avec un côté classique, un côté peut-être un petit peu moins classique, frais du matin. Alors une autre question de jury dans le cadre du rang en algèbre linéaire. Alors, soit A, une matrice de Mn de K, K c'est un corps, L une extension de K, donc K est un sous-corps du corps L. Alors on considère les polynômes minimaux mu à K et mu à L. Alors évidemment, il n'y a pas de raison qu'ils soient égaux. Par définition, lui, ça va être le polynôme donc unitaire, hein, minimal pour la divisibilité, parmi les polynômes de K de x qui annulent A. Et ça, c'est parmi les polynômes de L de x hein, qui annulent A. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de polynômes là, ici, que là. D'accord, il y en a plus et il y a une inclusion, évidemment. Hein. Donc, il faut montrer qu'ils sont égaux, que ces deux polynômes sont égaux. Voilà, donc ça c'est une question assez classique qu'on peut poser aussi dans le cadre de l'écrit. Et la clé du problème réside dans le rang. Voilà. Alors, voilà, le premier réflexe, c'est quand même une double divisibilité en quelque sorte, c'est-à-dire il faudrait montrer que lui divise lui et que lui divise lui, ou une seule des deux divisibilités et une égalité de degrés. Bon, en fait on va plutôt prendre la deuxième solution, égalité de degrés et une seule divisibilité. Maintenant, quelle est la divisibilité la plus naturelle ? Alors évidemment, hein, je dis égaux, c'est double divisibilité, parce qu'on est dans les polynômes, et la raison d'être des polynômes minimaux, c'est la divisibilité, évidemment. Ils sont minimaux pour la divisibilité. Voilà. Alors, qui divise qui de façon évidente ? De façon évidente, mu à L divise mu à K. Pourquoi ? Parce que mu à K, bien sûr, c'est un polynôme de K de x, mais a fortiori, du coup, c'est un polynôme de L de x qui annule A. Donc, le boulot de mu à L, c'est de diviser tous les polynômes de L de x qui annulent A. Donc, en fait, on a ça qui annule ça. Bien. Donc, on a cette divisibilité. Maintenant, il faut montrer que les degrés sont égaux. Et c'est là que la notion de rang intervient. Et c'est naturel, parce que on va poser D égale le degré de mu à K, ici,
Et j'affirme que cette famille de vecteurs, donc je regarde ça, bon, c'est des matrices, d'accord, mais je les vois comme des vecteurs dans un espace vectoriel, dans l'espace vectoriel des matrices. Cette famille de vecteurs, elle est de rang D. Alors pourquoi elle est de rang D? Donc je regarde IN jusqu'à AN. Ben oui, parce que je regarde le sous-espace engendré par cette famille, et je veux regarder sa dimension, donc je veux regarder une base. Eh bien, IN A, A2 jusqu'à AD-1, qui est une famille cardinale D, bah, c'est une base de ce sous-espace vectoriel de Mn de K. Pourquoi? Parce que d'abord c'est libre. Alors c'est évident que c'est libre, puisque s'il y avait une relation de liaison, eh ben, on aurait un polynôme de degré strictement inférieur à D qui annulerait A. Donc ça, c'est pas possible. Ou alors c'est le polynôme nul. Voilà. Donc ça veut dire que c'est libre. Bien. Maintenant, c'est générateur. Oui, parce que si on regarde, bah, bien sûr, IN, c'est dans la famille, A, c'est dans la famille, bon, bien sûr, A D-1. Maintenant, A puissance D s'écrit en fonction de la famille, puisqu'on a un polynôme minimal qui est de degré D. C'est-à-dire que AD s'écrit linéairement en fonction de cette famille-là. Maintenant, AD plus 1 jusqu'à AN, eh ben aussi par récurrence, en multipliant juste par A et en utilisant l'hypothèse de récurrence. Bien, donc ça, bon, ça peut se dire facilement, même si à l'écrit, si c'était une question d'écrit, il faudrait faire la récurrence proprement. Donc finalement, on a établi que cette famille est de rang D sur K. Mais maintenant, elle est donc de rang D sur L aussi. Alors pourquoi? Alors ça, c'est quelque chose de particulier. J'affirme que le rang d'une famille de vecteurs est invariant par extension. Effectivement, vous prenez une famille de vecteurs, là, V1 jusqu'à Vn. Bon, voilà. Ils sont dans un espace vectoriel, dans une base K puissance n. Donc comme ici, hein, on a une base. Bon, là c'est K puissance n2, hein, mais on est dans une base canonique. Donc on peut plonger, en fait, K puissance n dans L puissance n, de la même manière qu'on peut plonger Mn de K dans Mn de L. Bien. Donc maintenant, on écrit les coordonnées des vecteurs en colonne, ce qui nous fait une matrice, alors une matrice rectangulaire, hein, évidemment, et on sait que le rang de la famille de vecteurs, c'est exactement la taille maximale d'un mineur non nul de cette matrice. Ça, c'est un théorème connu, et c'est un théorème qui doit figurer, à mon avis, dans toutes les leçons qui parlent de dimension et de rang, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Maintenant, la taille maximale d'un mineur non nul, bah, qu'on soit sur K ou qu'on soit sur L, le non nul reste non nul. C'est pas comme si on quotientait. Si vous êtes sur Z, vous avez, je sais pas moi, 3 qui est non nul, mais modulo 3, bah, ça devient nul, bien sûr. En revanche, par extension, un non nul reste un non nul, puisqu'on a des injections. Voilà. Donc, la taille maximale d'un mineur non nul ne change pas, donc le rang ne change pas par extension. Donc finalement, en conclusion, le degré de mu à K, c'est le rang de cette famille indice K. C'est égal donc au rang de la même famille, mais indice L, donc vu comme engendré dans le L espace, cette fois-ci, au lieu du K espace. Et là, du coup, pour les mêmes raisons, c'est le degré du polynôme minimum de A sur L. Donc ici, on a égalité des degrés, donc on a égalité des polynômes minimaux. Ce qui est tout de même quelque chose d'assez typique de la réduction, où tous les objets sont stables, que ce soit le polynôme caractéristique, la dimension des sous-espaces propres, le degré du polynôme minimal, et plus généralement, pour ceux qui connaissent les polynômes invariants de similitude, ils vont rester les mêmes par extension. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez sympathique finalement, parce qu'on avait l'impression dans la réduction au départ que les choses allaient dépendre drastiquement du corps, parce que selon s'il est algébriquement clos ou s'il est très très peu algébriquement clos, vous voyez comme Q, eh bien il
va y avoir plus ou moins des valeurs propres, ça c'est vrai que les valeurs propres, il va y en avoir plus ou moins, mais en fait les matrices semblables en haut restent semblables en bas. En gros, si A et B sont deux matrices de Mn de K qui sont semblables sur L, c'est-à-dire sur le grand corps, hein, c'est-à-dire qu'il existe une matrice de passage sur L qui fait passer tel que PA, P-1 est égal à B, alors on peut trouver une matrice de passage sur K, donc elles sont K semblables. Et ça, c'est un théorème profond de la réduction. Bon, cette fois-ci, on va regarder les propriétés topologiques du rang. Alors, soit R et S, donc R plus petit que S, compris entre 0 et N, a une matrice carrée, on pourrait la prendre rectangulaire, mais bon, on va la prendre carrée, sur R, ça c'est important, et de taille N, de rang R, et il faut montrer qu'il existe une suite AM de matrices qui tend vers A, où toutes les matrices AM sont de rang S. D'accord ? Voilà. Alors ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait ça, on pourra poser la question, parmi les O indicaires, ce que j'appelle O indicaires, eh c'est l'ensemble des matrices A de Mn de R de rang R. Bon, donc le R est normal, le O c'est parce que c'est des orbites pour l'action de Steinitz, pour ceux qui savent, voilà. Mais disons que ça ne va pas être utile dans la question. Pour quel R, OR est ouverte et pour quel R, OR est fermée. Voilà, vous avez 10 minutes. Alors, on y va pour la première question. On a A, une matrice de Mn de R, elle est de rang R. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la décomposition de A en P, cette matrice de rang R, ici il y a R1, d'accord, voilà, fois Q-1. On peut mettre Q aussi, ça dépend, voilà, c'est comme on veut. Le tout, c'est que P et Q soient deux matrices inversibles. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour construire mes AM? AM, je vais prendre P, je vais mettre les R1 comme ceci, et 1 sur M pour compléter en S éléments non nuls sur la diagonale, ici, et après que des zéros. Voilà, il y en a S ici, des non nuls, et je remets P et Q-1 ici. Voilà. Bon, il est à peu près clair que la limite de AM va être A. Mais il faut quand même pouvoir l'expliquer. D'abord, c'est facile de voir que la limite de cette suite-là, de la suite de matrices qui est ici, ça va tendre vers ça. Là, vous utilisez la norme infinie. Normalement, avec la norme infinie, c'est immédiat. Parce que, la norme infinie de ça moins ça, ça va être égal à 1 sur M. Voilà. Et donc, ça tend vers 0. Mais, maintenant, pourquoi le fait que cette suite tend vers cette suite implique que cette suite-là tend vers cette suite-là? C'est la continuité de l'application qui a H donne PHQ-1 sur l'espace des matrices. Voilà. Bon, alors, évidemment, c'est continu parce que c'est linéaire, donc là, il n'y a pas de problème. Et pourquoi la continuité joue-t-elle un rôle? Parce que pour pouvoir passer de la limite de cette suite à la limite de cette suite, il faut pouvoir commuter et dire limite, quand m tend vers l'infini de PHM Q-1, c'est P de limite HM Q-1. Et ça, c'est la continuité, exactement la continuité. Voilà donc pour cette première question. Ensuite, qu'est-ce qu'on a montré finalement? Parce qu'on veut savoir si OR est ouverte ou fermée. Donc, le mieux, c'est de regarder l'adhérence. C'est une généralité, on est quand même plus à l'aise avec l'adhérence qu'avec l'intérieur. Donc, on va regarder donc si OR est fermé, et si le complémentaire de OR dans l'ensemble des matrices est fermé, pour voir si OR est ouvert. Voilà. Alors, d'abord, l'adhérence, regardons l'adhérence de OR, j'affirme que c'est la réunion disjointe des OK pour K inférieur ou égal à R. En fait, c'est une propriété, en gros, qu'on appelle de semi-continuité inférieure du rang. Alors, on vient de montrer ici l'inclusion de là vers là, c'est-à-dire que n'importe quelle matrice, c'est avec d'autres notations, ok, mais n'importe quelle matrice ici de rang inférieur à R peut être vue comme limite
d'une suite de matrices de rang R. Donc ça, on a vu cette inclusion. Maintenant, l'inclusion inverse, c'est-à-dire qu'il faut montrer que si on a une suite de matrices AM avec le rang de AM égale R, alors forcément, si elles convergent vers A, le rang de A va être inférieur ou égal à R, bah oui, c'est normal, parce que le fait que AM soit de rang R pour tout M, ça va faire que quand je vais regarder les mineurs de taille strictement plus grand que R sur AM, donc je prends des mineurs suffisamment grands, donc strictement plus grands que R, bah, ils vont tous s'annuler, puisque le rang c'est ça. Mais comme les mineurs sont continus, toujours pareil, comme ici, hein, d'accord, la limite ici, bon, bah, évidemment ça va être 0, quand même tend vers l'infini, mais delta, comme delta est continu, delta de limite de AM, donc delta de A, va être égal à 0. Donc pour tout IJ, donc pour tous les mineurs de taille strictement supérieure à R, les mineurs sur A vont être nuls, ce qui veut dire, parce qu'on a ce critère du rang qui dit que le rang c'est la taille maximale d'un mineur non nul, eh bien ça va vouloir dire que A est bien de rang inférieur ou égal à R. Voilà. Donc on a cette égalité qui nous permet de tester. Alors d'abord, remarquez que ON c'est GLN. GLN c'est assez connu que c'est ouvert, mais là on le retrouve, parce que quand on va faire le complémentaire de ON dans MN, bah forcément le complémentaire, comme le rang est inférieur ou égal à N, bah le complémentaire ça va être l'ensemble des matrices de rang inférieur ou égal à N-1. Mais ça c'est l'adhérence, d'après cette formule, c'est l'adhérence de ON-1. Donc c'est un fermé. Ce qui veut dire que ON est ouvert. Alors on peut aussi le voir autrement, hein, le fait que ON est ouvert, c'est-à-dire que c'est l'image réciproque de R étoile, donc R-0, par le déterminant qui est continu. Donc c'est l'image réciproque d'un ouvert par un continu, donc c'est un ouvert. Donc, mais ici, on le voit quand même autrement. Bon, bah, au 0, donc les matrices de rang nul, donc je devrais dire la matrice de rang nul, c'est 0, bah, ça c'est un fermé, c'est clair, c'est un singleton, hein, dans un espace topologique séparé. Voilà. Alors maintenant, bah, j'affirme que si R est strictement compris entre 0 et N, bah, OR est ni ouvert ni fermé. Alors d'abord, OR n'est pas fermé, parce que R est différent de 0, et donc comme R est strictement positif, bah, OR bar ici, on voit bien d'après cette formule que ça ne va pas être OR, voilà. Et pourquoi c'est pas ouvert? Bah, on regarde le complémentaire de OR, et on voit que ça, c'est pas fermé, tant que R n'est pas égal à N, parce que si R est différent de N, et ben, OR sera toujours dans l'adhérence de Mn-OR, évidemment. Voilà. Donc on a dit à peu près tout. Oui, je voulais dire quand même quelque chose, parce qu'il faut toujours positiver. Regardez, quand R est strictement compris entre O et N, OR est ni ouvert ni fermé. Alors il faut quand même positiver à la fin, il faut quand même donner un compliment aux gens, il faut toujours voir quelque chose de bien. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir lui trouver OR comme jolie propriété qui va le distinguer du n'importe quoi. Voilà. Alors, OR, en fait, c'est un ensemble, d'accord, bon, ça c'est pas terrible, mais il est topologiquement localement fermé. Alors, localement fermé, ça veut dire qu'il est ouvert dans son adhérence. Tous les ensembles, vous pouvez trouver des contre-exemples, ne sont pas localement fermés. Mais là, c'est localement fermé. C'est-à-dire, vous prenez OR, regardez OR bar, voilà. Et maintenant, quel est le complémentaire de OR dans OR bar? Eh bien, c'est OR-1 bar, bien sûr. D'accord? Eh bien, ça veut dire, finalement, que le complémentaire de OR dans OR bar est un fermé, puisque c'est OR-1 bar. Et donc, OR est un ouvert dans son adhérence. Donc voilà,
ces orbites sont, bon, je les ai appelées O, donc je vous l'ai dit, parce que c'est des orbites, elles sont ni ouvertes ni fermées, mais elles sont localement fermées, et c'est quelque chose d'assez général en mathématiques, en géométrie algébrique, dans le cadre d'actions de groupe de Lie, sur des actions continues de groupe de Lie sur des espaces topologiques. Voilà, alors, encore une question de jury autour du rang, alors cette fois-ci plus vraiment beaucoup plus particulier à l'agrégation externe, cette fois-ci, parce qu'il est question de congruence et de choses sur les corps finis. Donc soit P1, nombre premier impair, et deux matrices A et B symétriques sur Fp, le corps Fp, et il faut montrer que le rang de A est égal au rang de B si et seulement si A et B sont GLN de Fp2 congruentes. Alors GLN de Fp2 congruentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc je vous rappelle que A et B sont deux matrices symétriques de taille n sur Fp, et il faut qu'il existe P, une matrice P dans GLN de Fp2, telle que B égale P à P transposé. Donc vraiment là c'est spécifique à grec externe parce que les corps finis ne sont pas au programme de l'interne. Voilà, vous pouvez vous tester dessus. Alors bon, comme d'habitude avec les invariants, puisque là vous voyez que le rang devient un invariant de congruence modulo GLN de Fp2. Eh bien, le sens facile, c'est toujours pareil, c'est le fait d'avoir un invariant. Le fait d'avoir un invariant total, c'est-à-dire dans l'autre sens, eh ben c'est plus difficile. Mais en même temps, ça ne demande pas un savoir encyclopédique. Alors, allons-y. Alors déjà, voir que le rang est un invariant dans cette situation-là est assez simple, encore qu'il y a une petite finesse. Si A et B sont GLN de Fp2 congruent, donc si on a cette situation, alors vous voyez que B et A sont équivalentes. Vous remplacez P transposé par Q. P et Q sont deux matrices inversibles, donc A et B sont équivalentes, donc elles ont même rang. Mais il y a quand même une finesse, parce que ici, on parle de rang sur Fp implicitement. Alors qu'ici, on a un rang sur Fp2. Mais il faut, je pense, rappeler que ce soit à l'écrit ou à un moment, si ça se passe à l'oral, évidemment, ça peut surgir d'une discussion du jury, ça peut être une demande du jury, de rappeler que le rang sur Fp2, c'est la même chose que le rang sur Fp. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de relativement profond quand même. C'est pas n'importe quoi. Par exemple, on l'a dit, ça se démontre avec le critère par les mineurs du rang. D'accord, que le rang d'une matrice, c'est la taille maximale d'un mineur non nul. Voilà. En tout cas, bon, dans ce sens-là, ça va. Dans l'autre sens, c'est toujours pareil pour les invariants totaux, c'est-à-dire il faut montrer, on a des classes de congruence, et on va passer entre A et B, donc on a le rang de A qui est égal au rang de B, et il faut montrer qu'elles sont congruentes. En fait, on va montrer qu'elles sont congruentes à une matrice de forme normale. Et une matrice symétrique de rang R, de forme normale, il n'y en a pas 36, c'est cette matrice avec R1 et que des zéros. Donc, il suffit de montrer que si A est de rang R, alors A est congruente à cette matrice, on va appeler JR par exemple, et dans ce cas-là, si on arrive à montrer ça, B qui est de même rang sera aussi congruente à JR, et du coup, A et B seront congruentes entre elles par transitivité. Voilà, en tout cas, vous vous doutez bien que le calcul d'une matrice P est totalement hors de question. C'est pas quelque chose qui doit être traité comme une équation dont on cherche les solutions par le calcul. Donc, on passe plutôt par la géométrie des formes quadratiques, où on va faire plutôt un changement de base. C'est-à-dire que cette congruence doit être comprise comme un changement de base dans les formes quadratiques. Et les changements de base,
bon, bah, on a la méthode de Gauss, hein, parce qu'on est en caractéristiques différentes de 2. Alors regardons ce qui se passe. On va considérer une forme quadratique Q, cette fois-ci sur Fp2 puissance n, dont la matrice c'est A, dans la base canonique. Hein. Ici on a une base canonique et la matrice c'est A. Donc comme on est en caractéristiques différentes de 2, on sait qu'on a la méthode de Gauss. Et donc, dans la base canonique, hein, ici je prends un vecteur, et voilà ses coordonnées dans la base canonique, bah, Q de x1 jusqu'à xn va s'écrire somme de i égale 1 à r de ai, li au carré. Alors ça on le sait. On le sait qu'on va avoir li des formes linéaires indépendantes, ça c'est assuré par la méthode de Gauss. Ce qui est aussi assuré par la méthode de Gauss, c'est que le rang de Q est égal au rang de R, et c'est le nombre de formes linéaires indépendantes que l'on obtient. Donc ça, c'est dans un cours sur les formes quadratiques. Alors ce qu'on sait de la méthode de Gauss, c'est quand on est sur un corps K de caractéristiques différentes de 2, eh bien, les coefficients qu'on a ici restent dans K. Hein, alors bien sûr, il faut que ce soit en caractéristiques différentes de 2, parce qu'il y a des divisions par 2, mais sinon le reste, c'est que des choses autorisées dans les corps. Ce qui veut dire, étant donné que A est dans Sn de Fp, que les petits AI sont dans Fp. Voilà. Et comme ils sont dans Fp, eh bien, ils peuvent avoir une racine carrée dans Fp, mais ils peuvent ne pas avoir de racine carrée dans Fp, mais ce dont on est sûr, c'est qu'ils ont au moins une racine carrée dans Fp2. Alors pourquoi? Parce que on sait qu'ils ont une racine carrée dans une extension quadratique, une extension de degré 2, hein, de Fp. Or, il n'y a qu'une seule extension de degré 2 de Fp, c'est Fp2. Hein, donc on sait, ça c'est un théorème, qui dit qu'il existe un unique corps fini de cardinal P2. Hein, et toute extension de degré 2 est de cardinal P2, donc forcément, c'est dans Fp2. Donc les alpha-i sont tous dans Fp2. Ça c'est une chose remarquable, vraiment intéressante, c'est que contrairement à Q, parce que dans Q, si vous voulez une racine de 2, vous allez dans Q de racine de 2, si vous voulez une racine de 3, vous allez dans Q de racine de 3, mais ces deux corps sont bien distincts. Alors que là, c'est les mêmes corps, c'est la force de l'unicité d'un corps fini à P2 éléments, Pk éléments en général. Bon, bref, j'ai ces alpha i dans Fp2. Bon, ça tombe bien, je travaille dans Fp2, donc je suis toujours sur mon corps. Donc j'ai Q de x1 jusqu'à xn, c'est une somme des alpha i, li au carré. Comme les li sont des formes linéaires indépendantes, bon, les AI sont non nuls, j'aurais dû préciser, sinon on n'aurait pas le rang R. Eh bien là, les alpha i sont non nuls aussi, les alpha i, li sont aussi des formes indépendantes, je les appelle L'(i), i allant de R à R. Et maintenant, comme elles sont indépendantes, je les complète en une base du dual de Fp2 puissance n. Bon, alors maintenant, je vais prendre la base antéduale E'(i) des L'(i). Le job de cette nouvelle base, c'est de faire en sorte que L'(i) d'un vecteur U, c'est la ième coordonnée de U dans cette base. Donc ça veut dire que maintenant, mon vecteur U, quand je vais l'écrire dans cette base, la forme quadratique Q, Q de U, mais dans cette base, va s'écrire somme de i égale 1 à R des x'(i) au carré. Ce qui veut dire finalement que la matrice de Q dans cette nouvelle base, c'est exactement la matrice JR dont on avait parlé. Donc on a montré ce qu'on voulait et c'est terminé.